Le soleil n'avait pas encore décidé s'il allait se lever ou se coucher lorsque Lara apparut au bord du champ de maïs. Elle marchait d'une manière que les pauvres apprennent très tôt. À petits pas, les épaules légèrement voûtées, le regard scrutant le sol avant l'horizon. Ce n'était pas de la soumission, c'était du calcul. C'était la démarche de quelqu'un qui a appris que le monde exige un prix élevé pour toute audace. Il avait 22 ans, mais il en paraissait 30. Le sac en tissu qu'elle tenait dans sa main droite était vide. Elle le serrait parfois, comme pour se rassurer qu'il existait encore quelque chose de réel à cet instant précis. La brume matinale enveloppait les épis de maïs d'une légèreté qui contrastait fortement avec tout le reste. Le champ était magnifique et elle avait faim. Ce n'était pas la première fois qu'elle venait là-bas. Il y a 3 semaines, la première fois, elle est restée près de 10 minutes devant la clôture, à contempler les épis de maïs mûrs sans les toucher. Puis, il est reparti les mains vides. La semaine suivante, il accueillit 2 épis et s'est enfui sans se retourner, le cœur battant la chamade comme s'il avait commis l'irréparable. La 3e fois, il a été plus lent. Non pas parce qu'elle était plus courageuse, mais parce que la faim de sa mère était devenue si intense que la peur d'être prise l'emportait sur celle de rentrer bredouille. Sa mère, Donna Conceição, avait 61 ans et souffrait de diabète qu'elle traitait à l'aide de tisanes de feuilles d'avocat et d'une obstination à toute épreuve. Le véritable remède attendait la fin du mois, quand il restait peut-être un peu d'argent que Lara gagnait en lavant le linge de 3 maisons en ville. Peut-être. Ce « peut-être » était le mot qui régissait leur existence. Lara franchit la clôture avec une précaution acquise par l'habitude. Elle plia le fil de fer de ses mains calleuses et se glissa à l'intérieur, comme si elle connaissait l'endroit par cœur. Il y avait dans ce geste quelque chose de triste et pourtant d'habile, une aptitude que personne ne souhaite posséder, mais que la vie confère sans qu'on le demande. Elle se mit à cueillir les épis de maïs. Elle ne choisissait pas les plus beaux. Elle prenait ceux qui étaient le plus cachés, ceux qui pendaient, ceux que la plante semblait déjà abandonner. Comme s'il y avait une éthique particulière à ce vol, une limite qu'elle s'était elle-même fixée et qu'elle refusait de franchir. Il n'a pas entendu les pas. « Vous êtes donc déjà venu ici ?» La voix venait de derrière, grave, sans urgence. Ce n'était pas une accusation. C'était presque un constat, le genre de phrase qu'on prononce en regardant le ciel et en voyant qu'il va pleuvoir. Lara se retourna. L'homme se tenait à environ 4 mètres d'elle. Grand, avec un corps marqué par des années de dur labeur avant d'apprendre à se reposer. La quarantaine, sans doute. Un chapeau de paille à la main, non posé sur la tête, ce qui lui donnait un air étrangement désarmé. Sa chemise était déboutonnée au premier bouton. Ses yeux sombres la fixaient d'une attention qui n'avait rien de colérique. C'était Tiago Saldanha, le propriétaire de ce champ de maïs, de cette ferme, de presque tout ce que l'on pouvait voir de là, à perte de vue. Lara ne s'est pas enfuie. Elle ne savait pas pourquoi. Ses jambes sont restées immobiles. « Je paierai », dit-elle, et sa propre voix la surprit. Elle ne tremblait pas. Elle était ferme, ce qui était un mensonge, mais c'était le genre de mensonge nécessaire. « Ah, avec quoi ?» demanda-t-il, et il n'y avait aucune cruauté dans sa question. Elle était sincère. Elle n'a pas répondu. Il regarda le sac, il la regarda, il regarda les épis de maïs qu'elle tenait, 3 au total, puis il regarda l'immense champ qui les entourait, qui contenait peut-être 1000 fois plus de maïs sur cette seule parcelle. « Votre mère boit-elle toujours ce thé affreux ?» demanda-t-il. Lara fronça les sourcils. « Ah, comment connais-tu ma mère ?»« Mon employé habite près de chez vous. Madame Gertrude. » Lara connaissait Donna Gertrudes, une petite femme bavarde qui lavait le linge dans la même baignoire qu'elle le mardi. Le monde était parfois trop petit pour la dignité qu'exigeait. « Tu peux y aller, » dit-il. Elle ne bougea pas. Elle attendait quelque chose de plus, un complément, une condition, car la vie lui avait appris que la gentillesse gratuite n'était qu'une illusion ou un piège. « Tu peux y aller, » répéta-t-il, et cette fois il y avait une lassitude dans sa voix, non pas envers elle, mais envers quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait nommer. Lara partit, rapidement, sans se retourner, mais il gardait en mémoire l'image de ses yeux immobiles, l'attention tranquille qui s'y lisait, et cette question inutile à propos de sa mère. Elle n'est pas revenue pendant 2 semaines, non pas qu'elle n'en ait pas besoin, au contraire. Mais cette rencontre avait quelque chose de particulier qui changeait la donne. Avant, il n'y avait que la faim et la peur. Maintenant, il y avait un visage, et les visages compliquent tout. Pendant ces 2 semaines, Lara fit davantage de lessive, accepta un travail de ménage qu'une voisine avait refusé, et mangea moins au dîner pour que sa mère puisse manger davantage. Elle fit ce qu'elle avait toujours fait,
mais avec une conscience plus lourde. En ville, on connaissait Thiago Saldanha comme on connaît une personne influente, par le bouche à oreille, par des histoires qui s'amplifient au fil du temps. On disait de lui qu'il était réservé, qu'il s'était marié jeune et qu'il était devenu veuf encore plus tôt, que la ferme lui venait d'un héritage, mais qu'il y travaillait de ses propres mains, qu'il ne criait jamais sur ses employés, ce qui, pour certains, était un signe de faiblesse, pour d'autres, le signe de quelque chose d'indéfinissable. Lara ne s'intéressait pas aux histoires de riches fermiers. Mais lorsqu'il se présenta à la porte de Dona Gertrudes un mercredi après-midi, et que Lara se trouvait justement là, en train de ramasser le linge qu'elle avait étendu plus tôt, elle sentit son estomac faire cette chose involontaire que fait le corps lorsqu'il reconnaît quelqu'un avant même que l'esprit n'en ait donné la permission. Il la vit, elle le vit, il ne s'est rien passé. Il entra chez Dona Gertrudes, salua la vieille dame avec une aisance qui laissait supposer qu'elle était une visiteuse fréquente, et Lara termina de plier le linge sans détourner le regard plus de 2 fois. Quand elle est partie, il était à la porte. « Tu n'es pas revenu, dit-il. »« Je n'en avais pas besoin, répondit-elle, et c'était à la fois vrai et faux. » Il continuait de la regarder avec la même attention calme qu'auparavant, et elle éprouvait la sensation désagréable d'être observée, non pas de manière intrusive, mais comme on observe quelque chose que quelqu'un a laissé tomber par inadvertance. « Il y a du travail à la ferme, dit-il. Si vous en voulez. » « Quel genre de travail ? Peu importe ce que vous avez, il y a un potager qui a besoin d'être entretenu. Il y a un poulailler. Ce n'est pas lourd. Elle a mis longtemps. Pourquoi me proposez-vous cela ? Il réfléchit un instant, non pas comme quelqu'un qui ignore la réponse, mais comme quelqu'un qui choisit soigneusement la partie de la réponse qu'il va donner. Parce que vous faites attention à ce que vous manipulez, dit-il. Et parce que ma ferme a besoin de quelqu'un de prudent. Lara y est allée le lendemain. Non pas parce que vous la croyiez complètement, mais parce qu'elle en avait besoin, et parce qu'une petite part d'elle, obstinée, voulait voir ce qui se passerait quand quelqu'un lui donnerait une chance sans rien demander en retour. La ferme, le matin, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas le champ de maïs qu'elle connaissait depuis la clôture. Il y régnait une vie discrète, des poules qui connaissaient leur nom, un vieux chien qui dormait sur le porche comme s'il s'agissait d'un meuble, un potager où herbes aromatiques et fleurs se mêlaient, comme s'il n'y avait pas de frontière entre l'utile et le beau. Une femme nommée Sirlène lui montra tout. Sirlène avait une 50aine d'années, portait un tablier taché de couleurs variées, témoin de différentes époques, et semblait bavarder sans qu'elle ait besoin d'un interlocuteur. Elle lui expliqua où étaient rangés les outils, comment arroser le potager et ce que faisait le coq à la crête tordue lorsqu'il s'approchait furtivement. « Le patron est sérieux, mais juste », dit Sirlène à un moment donné. « Il ne crie pas, il ne vous humilie pas, mais ce n'est pas facile. Si vous travaillez bien, il le remarquera. » Lara travaillait. Il y avait quelque chose de presque thérapeutique dans ce travail, une tâche qui occupait les mains et apaisait l'esprit. Elle arrosait, taillait, nettoyait et rangeait. Une fois sa tâche accomplie, elle demanda s'il y avait autre chose à faire. Sirlène la regarda avec une expression légèrement surprise et désigna un coin longtemps négligé. Thiago est arrivé en fin d'après-midi. Il scrutait le jardin du regard de quelqu'un qui en connaissait chaque recoin et s'arrêtait à certains endroits avec cette attention qu'elle avait déjà appris à reconnaître comme sa façon d'approuver. « Vous pouvez revenir demain, dit-il. »« Pouvez-vous me dire combien je vais recevoir ?» demanda-t-elle, d'un ton délibérément ferme, le genre de fermeté qu'on adopte pour se protéger. Il a annoncé le prix. Il était honnête. C'était plus cher que ce à quoi elle s'attendait. Elle est partie sans sourire, mais il y avait chez elle quelque chose de différent. Un petit détail qui avait légèrement changé, comme une pierre qu'on aurait enlevée du milieu du chemin sans que personne ne l'ait demandé. Les jours suivants se déroulèrent ainsi. Travail, silence, attention progressive. Lara arriva en avance. Elle en fit plus que ce qu'on lui demandait, tout simplement parce que c'était sa nature, et non pour impressionner qui que ce soit. Thiago arrivait à un moment ou un autre de la journée, tantôt le matin, tantôt en fin d'après-midi. Il parlait peu. Mais lorsqu'il prenait la parole, c'était avec la même attention qu'elle avait remarqué dès le début. Comme si ses paroles avaient une réelle importance, non par politesse, mais par un intérêt sincère. Un après-midi, elle réparait un support en bois cassé près du poulailler, utilisant un clou et un marteau avec une habileté qu'elle ne se soupçonnait pas posséder. Il s'arrêta non loin de là et la regarda. « Où avez-vous appris cela ?» demanda-t-il. « Avec mon père, » dit-elle. Et la réponse lui vint avant même qu'elle puisse décider si elle voulait ou non aborder ce sujet. « Vit-il avec vous ?»« Elle n'habite plus nulle part, dit-elle,
et elle enfonça le dernier clou avec une précision qui mit fin à l'affaire. Il n'a pas insisté. Mais il est resté là un peu plus longtemps, par respect pour le silence de celui qui vient de dire quelque chose de difficile. En chacun d'eux résidait une veuve, sous différentes formes. Lui avait perdu sa femme, elle avait perdu son père. Les pertes n'étaient pas identiques, mais elles avaient la même texture. Ce genre de vide qu'on apprend à contourner dans le noir, sans avoir besoin d'allumer la lumière, car on sait déjà où il se trouve. Ils n'en parlaient pas. Mais ils en étaient conscients, entre eux, comme de quelque chose qui n'a pas besoin d'être nommé pour exister. C'est par un matin pluvieux que quelque chose a changé. Lara était arrivée plus tôt que d'habitude car il commençait à pleuvoir et elle voulait fermer les ouvertures du poulailler avant que les animaux ne soient mouillés. Elle courut du portail jusqu'au fond de la propriété, un sac sur la tête en guise de parapluie improvisé, et lorsqu'elle atteignit le poulailler, celui-ci était déjà là. Tiago lui tournait le dos et referma le dernier chambranle avec la même efficacité silencieuse. Il était trempé. Sa chemise lui collait au dos et ses cheveux ruisselèrent. Il se retourna en entendant ses pas. Pendant un instant, ils restèrent là, sous la pluie qui tombait encore en diagonale, trempés et se regardant avec cette expression indéfinissable que tout être humain reconnaît, l'instant qui précède quelque chose. « Vous n'aviez pas besoin de venir sous cette pluie, dit-il. »« Oui, j'en avais besoin, a-t-elle dit. » Et cette réponse comportait deux niveaux, un niveau concernant les animaux et un autre niveau qui n'en concernait pas. Il n'ajouta rien, elle non plus. Mais lorsqu'ils s'avancèrent sur le perron, épaule contre épaule sous l'auvent, la distance qui les séparait semblait différente, pas forcément plus courte, mais différente, comme une distance habitée. Sirlen avait préparé du café. Toutes les trois s'assirent à attendre que la pluie se calme, et Lara remarqua que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle était assise quelque part sans avoir l'impression de prendre plus de place qu'elle ne le devrait. Un jour, il alla en ville. Il est revenu avec une boîte de médicaments contre le diabète et l'a laissée sur la table de la cuisine de la ferme avec le nom de Dona Conceição écrit à la main sur un morceau de papier plié. Lara trouva la boîte à la fin de la journée. Elle la fixa longuement, sans la prendre, comme si la toucher risquait de défaire le sortilège. Sirlen, le dos tourné, lavait quelque chose et faisait semblant de ne rien voir. Lara emporta la boîte chez elle sans rien lui dire. Mais ce soir-là, en voyant sa mère prendre le bon comprimé pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose se briser en elle. Non pas de la tristesse, mais cette sensation de rupture qui survient quand quelque chose de profondément enraciné cède enfin. Elle ne pleura pas. Elle resta assise au bord du lit, les mains sur les genoux, jusqu'à ce que sa mère s'endorme. Le lendemain, lorsqu'elle arriva à la ferme, il était dans la cour. Elle alla directement vers lui. « Je ne l'ai pas demandé, a-t-elle dit. « Je sais, répondit-il. Je ne suis pas une organisation caritative. Je le sais aussi. Alors pourquoi ? Il la regarda avec ses yeux immobiles qu'elle avait appris à déchiffrer un peu. Pas complètement, jamais complètement, mais un peu. Parce que tu le méritais, dit-il, comme ça, sans détour, comme s'il énonce une évidence et pourtant la chose la plus grave au monde. Lara resta. Elle ne partit pas, ne répondit pas, ne fit rien. Elle demeura là, dans cette cour, baignée par le soleil matinal qui filtrait de travers entre eux, et eut le sentiment, pour la première fois depuis longtemps, d'occuper exactement l'espace qui lui revenait. Les semaines qui suivirent furent d'une toute autre nature. Ce n'était pas une histoire d'amour, pas encore, pas de cette manière grandiose que les contes promettent habituellement. C'était plus simple, et donc plus authentique. C'était lui qui arrivait pendant qu'elle travaillait et qui s'attardait dans les parages sans raison apparente. C'était elle qui posait des questions sur la ferme, des questions qui n'appelaient pas forcément de réponse, mais qui lançaient des conversations. C'étaient eux, parfois, déjeunant ensemble, le silence entre eux empli de quelque chose qui manque au silence absolu. Au fond de la propriété, un jaboticaba commençait à porter ses fruits. Lara aimait s'y tenir à la fin de la journée, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour son ombre, peut-être parce que cet arbre avait quelque chose de particulier qui donnait l'impression qu'il accomplissait sa mission sans demander la permission à personne. Un après-midi, il la trouva là. « Aimez-vous la jaboticaba » demanda-t-il. « J'aime bien cet arbre, » dit-elle. Il a quelque chose d'obstiné. Il fixa l'arbre comme s'il le voyait pour la première fois. « C'est ma femme qui l'a planté, » dit-il. Lara n'a rien dit, mais elle est restée. Ils restèrent un moment ensemble sous cet arbre, tandis que le soleil se couchait lentement et que les petits fruits du jaboticaba étaient encore verts, et il y avait dans cet instant une intimité qui ne venait d'aucun mot, mais de deux silences qui avaient appris à coexister. « Comment était-elle » demanda Lara. C'était une question courageuse,
Le genre de question qu'on ne pose que lorsqu'on a suffisamment confiance en l'autre personne pour supporter la réponse. « Déterminée », dit-il au bout d'un moment. Elle savait ce qu'elle voulait et ne s'en excusait pas. Lara le regarda. « Et ça t'a plu ?»« Ça a pris du temps, » a-t-il admis. « Mais oui, j'ai appris à l'apprécier. » Elle sourit, un petit sourire sincère, naturel. Et il le vit, ce sourire qu'elle laissait rarement échapper. Et il y avait en lui quelque chose qui rendait le monde autour d'elle un peu moins désolé. Le problème venait d'où il vient généralement, des autres. Dans cette petite ville, les yeux sont partout, et les yeux partout ont une langue. Tout a commencé par des conversations autour d'une lessiveuse, Lara, la lavandière, passant du temps à la ferme du riche veuf. Les différentes versions se sont multipliées au fil des bouches. Quand Lara est arrivée aux oreilles de ce récit, elle en reconnaissait à peine plusieurs. Un après-midi, en arrivant au travail, elle trouva une femme sur le perron de la maison, élégante, avec l'allure de quelqu'un qui était arrivé en avance et tenait à le faire savoir. C'était Valdirène, la cousine de Tiago, qui habitait en ville et qui débarquait de temps à autre avec l'énergie de quelqu'un venu régler un problème qu'on ne lui avait pas demandé. Lara entra par le côté, comme toujours. Mais elle entendit. « Tiago, les gens parlent toujours. C'est une inconnue. Vous ne savez rien d'elle. J'en sais plus que vous ne le pensez. C'est une pauvre fille qui volait dans son champ de maïs. Ça n'a aucun sens. » Il y eut un silence. Puis sa voix, plus basse mais pas moins douce. « À votre avis, comment j'étais avant d'arriver à cette ferme ?» Valdirène n'a pas répondu. « J'avais 8 ans quand j'ai commencé à travailler sur les terres d'autrui. Rien n'a changé depuis. » Lara s'arrêta. Elle resta dehors, le soleil dans le dos, et cette phrase, au fond d'elle, gonflait comme quelque chose qui avait besoin d'espace. Ce jour-là, elle ne sortit pas sur le balcon. Elle alla directement au jardin et travailla en silence, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ce silence, une sorte de légèreté qui lui manquait, sans qu'elle le sache. L'après-midi, après le départ de Valdirène, il se rendit au potager. « Vous avez entendu ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « J'ai entendu », dit-elle sans lever les yeux. « Donc ?» Elle finit par le regarder. « Je ne suis pas venue ici pour être compatible avec qui que ce soit, » dit-elle. « Je suis venue pour travailler. » Il la fixa longuement. « Tu peux rester pour d'autres raisons aussi, » dit-il. Et il y avait dans cette phrase une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant, une ouverture, un pas vers elle différent de tous les autres. Lara se tenait là, la houe à la main, la terre à genoux, le soleil dans le dos. Elle le regarda comme si elle avait enfin la permission de vraiment regarder. « Peut-être, » dit-elle. Et c'était tout ce qu'il y avait à dire à ce moment-là. Le temps s'écoulait avec cette qualité de temps qui s'écoule lorsqu'on vit enfin quelque chose, et non plus seulement qu'on survit. Grâce aux bons médicaments, Donna Conceição se sentit mieux. Elle reprit son crochet, se plaignant du feuilleton, et s'enquérant de la vie de Lara, avec cette curiosité maternelle à la fois envahissante et affectueuse. Lorsque Lara prononça le nom de Tiago pour la première fois, non pas comme le patron, mais simplement comme Tiago, Donna Conceição resta silencieuse un instant, puis sourit en reprenant son crochet. « C'est un joli nom, » dit-elle. « C'est simplement le nom de la personne qui m'a causé des ennuis, » a déclaré Lara. « Bien sûr, » dit la mère, et son ton ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle n'en croyait pas un mot. À la ferme, tout se déroulait naturellement, comme si chaque chose avait sa place. Lara découvrit d'autres aspects de la propriété, au-delà du potager et du poulailler. Tiago la présenta aux ouvriers sans titre particulier, simplement comme Lara, et ils la traitèrent comme l'une des leurs, ni plus ni moins. Il y avait des après-midi où ils discutaient pendant des heures, sans se rendre compte du temps qui passait. Ils parlaient de la ferme, de la façon dont il avait tout appris par le corps avant de tout apprendre par la tête. Elle parlait parfois de son père, non pas avec douleur, mais avec la tendresse de quelqu'un qui fait la paix avec un souvenir. Il parlait de petites choses qui étaient en réalité très importantes. Le goût de la mangue salée, les couleurs changeantes du ciel avant la pluie, ce qui fait qu'on se sent chez soi quelque part. Un samedi soir, il a dit « Restez dîner ». C'était aussi simple que ça, sans cérémonie. Et laissez rester. Ils dînèrent sur la véranda, le vieux chien couché à proximité, les étoiles faisant ce que font les étoiles, et il régnait dans ce dîner une qui n'avait rien à voir avec la solitude. C'était le genre de qui n'existe qu'entre deux personnes qui n'ont pas besoin de combler le silence pour se sentir accompagnées. Puis, lorsqu'elle partit, il resta sur le balcon à regarder la lumière de son passage s'éloigner. Et il y avait dans ce geste, dans ce regard prolongé, une tendresse qui n'avait besoin d'aucun témoin. Le jaboticaba apportait des fruits à la fin du mois.
Lara était là quand c'est arrivé, comme s'il existait un pacte tacite entre elle et l'arbre. Elle cueillit une jaboticaba, la goûta, prit un air grave un instant, puis sourit intérieurement. Tiago apparut peu après. Il vit le sourire. « Bien ?» demanda-t-il. « Beaucoup », dit-elle en lui en tendant une. Il la prit. Et lorsque leurs doigts se frôlèrent dans ce simple geste, aucun des deux ne se précipita pour retirer sa main. Ils restèrent ainsi un instant qui, en réalité, dura bien plus d'une seconde, sous cet arbre qu'une femme avait planté et qui, à présent, offrait son ombre à une histoire que cette femme n'avait pas imaginée, mais qui, peut-être d'une manière ou d'une autre, avait permis à cet espace d'exister. « Je dois vous dire quelque chose, dit-il. Vous pouvez me le dire. Quand je t'ai vu pour la première fois dans ce champ de maïs, je n'étais pas en colère. » Elle le regarda. « J'étais soulagé, dit-il, comme si ce mot ne lui coûtait rien. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un dans cette ferme qui semblait s'en soucier, qui choisissait soigneusement ce qu'il cueillait. » Lara resta silencieuse, sentant la situation se calmer. « Tu ne m'as pas volé, dit-il. Tu m'as montré que cela avait encore de la valeur. » Il se passait quelque chose en elle, pas quelque chose d'explosif, mais quelque chose de lent et de progressif, comme lorsque le soleil se lève vraiment et qu'on sent la chaleur s'insinuer petit à petit. « Tiago, dit-elle. Oui, j'ai encore peur. De quoi ? Elle réfléchit honnêtement à la réponse. Que c'est trop grand pour moi, que je ne sais pas comment rester dans un endroit pareil sans tout casser. Il la fixa un instant. Tu as réparé le poulailler avec un clou tordu, dit-il. Et il est plus solide qu'avant. Je crois que tu sais comment te retrouver nulle part sans rien casser. Elle rit. C'était un rire inattendu, le plus léger qu'elle ait produit depuis des années, et elle fut surprise par le son lui-même, comme si elle avait oublié qu'elle en était capable. Ce rire lui a fait sourire. Et là, sous le jaboticaba qui portait ses fruits sans demander l'avis de personne, avec le vieux chien ronflant au loin, et le vent faisant ce qu'il fait quand il veut qu'on s'arrête et qu'on fasse attention, les choses restaient à leur place. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était mieux que ça. C'était Lara arrivant à la ferme le matin et étant attendue. C'était Donna Conceição rencontrant Tiago un dimanche après-midi et restant silencieuse la plupart du temps, ce qui, pour elle, signifiait une approbation totale. C'était Sirlen préparant ce café, si particulier sans en donner la raison. C'était le champ de maïs que Lara avait touché pour la première fois avec des mains coupables, devenant ainsi le lieu où elle commença à travailler avec un sentiment d'appartenance. La distance qui les séparait diminua naturellement, sans hâte, sans drame, comme la marée qui monte, car c'est dans la nature de la marée de monter. Il y avait encore des jours difficiles, des jours où la pauvreté qui l'avait accablé toute sa vie pesait sur lui d'une manière qu'il devait apprendre à comprendre. Des jours où la solitude du veuf revenait comme un hôte indésirable. Des jours où les langues de vipères de la ville faisaient trop de bruit. Mais il y avait aussi ce balcon, ce chien, cet arbre. Et deux silences avaient appris à n'en faire qu'un. Quand les habitants demandaient comment tout avait commencé, leur histoire, c'était Sirlen qui prenait le plus de plaisir à la raconter. Elle disait que l'homme avait surpris la fillette en train de voler du maïs et que sa réaction avait étonné tout le monde, parce qu'il n'avait pas appelé la police. Je n'avais pas juré. Je ne l'avais pas humiliée. Il avait observé cette jeune fille qui choisissait soigneusement ce qu'elle mangeait même lorsqu'elle avait faim. Et il avait reconnu en elle quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. La preuve qu'il est possible de traverser un monde dur sans pour autant laisser cette dureté devenir votre façon d'être. Et ça, disait Sirlen en servant du café à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, c'était la seule surprise qui comptait. Le reste n'était que deux cœurs qui, enfin, cessèrent de tourner en rond dans l'obscurité et décidèrent, avec tout le calme et le courage dont ils disposaient, d'allumer la lumière. Fin.